Bonjour, mon nom est Claire Snegarov et voici un nouvel épisode de notre série sur le changement climatique et le développement durable. La communauté internationale s'est donné rendez-vous en décembre à Paris pour conclure l'accord le plus ambitieux jamais scellé afin de lutter contre le réchauffement climatique. C'est une deuxième chance. La première, elle se l'était donnée à Copenhague en 2009 et ça n'a pas marché. Dans un précédent épisode, nous avons retracé 2 décennies et demie de négociations sur le changement climatique dans le cadre de la Convention de l'ONU, depuis le sommet de la Terre en 1992 au protocole de Kyoto. Puis nous avons esquissé les contours du sommet de Copenhague. Reprenons donc l'histoire où nous l'avons laissée. En 2007, le GIEC, le groupe d'experts international sur le climat, publie son 4e rapport depuis 1990. Il s'agit de la synthèse de milliers d'articles scientifiques de mieux en mieux documentés sur le changement climatique passé et en cours, et de plus en plus précis sur la suite à attendre. Rappelons que la raison d'être du GIEC est de donner un cadre de réflexion scientifique aux dirigeants de la planète. La tonalité du nouveau rapport est tranchante. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque, annonce le GIEC. C'est certain, pas de si, pas de mais. Et en grande partie, la hausse des températures globales est, je cite, très probablement due aux concentrations de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Dans le jargon du GIEC, très probablement, ça veut dire sûr à 90%. Et entre-temps, la liste des impacts attendus s'est allongée. Ils sont plus variés et plus sévères. Dans l'arène des négociations climat, ces avertissements provoquent une sensation d'urgence, une braise sur laquelle soufflent les ONG, des groupes de réflexion, d'autant que la communauté internationale s'est donné une date limite pour agir. En 2009, elle doit avoir scellé un accord digne de ce nom pour lutter contre le réchauffement. Le grand rendez-vous est prévu à Copenhague et pour beaucoup, il ressemble à celui de la dernière chance. Dans le même temps, certains groupes d'intérêt et leurs relais politiques cherchent à ralentir, voire compromettre ces tentatives de parvenir à une économie moins dépendante des énergies fossiles à l'origine du changement climatique. Ils lancent des campagnes dans les médias visant à mettre l'accent sur les 10% d'incertitude et détourner le regard des preuves qui s'accumulent sur le réchauffement. Difficile de connaître l'impact de cet activisme, mais globalement, les attentes sont énormes avant le sommet de Copenhague et on ne cesse alors d'entendre « si la COP 15 échoue, alors tout est fichu ». Avec le recul, il est facile de voir que le sommet danois n'allait jamais donner tout ce qu'on attendait de lui. La pierre de fondation de la Convention de l'ONU sur le changement climatique, le cadre des grandes négociations internationales, dit que tous les pays doivent agir contre le réchauffement, mais que les plus industrialisés, historiquement responsables de ce dérèglement, doivent être les premiers au front et doivent aider les plus pauvres à faire face aux impacts. C'est ce principe qui a présidé à la création du protocole de Kyoto, signé en 1997, et qui contraignait une trentaine de pays riches à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce texte a reçu un coup fatal quand les États-Unis, alors premiers pollueurs, ont refusé de le ratifier. Que ce traité ne soit pas le bon outil pour régler le problème est alors devenu encore plus clair quand les grands émergents, Chine, Inde, Brésil et d'autres, sont devenus à leur tour de grands pollueurs. Or, ils n'étaient, eux, tenus à aucun effort. En 2009, seulement 15% des émissions globales de gaz à effet de serre étaient couvertes par Kyoto. À Copenhague, les pays en développement ont exigé que soit signé un nouveau traité légalement contraignant qui ne s'appliquerait qu'aux pays industrialisés déjà engagés dans le protocole de Kyoto, auquel viendraient s'ajouter 7 fois les États-Unis. Et les grands émergents insistaient que leurs propres efforts restent faits sur une base volontaire. Or, Washington, Bruxelles, Tokyo ont répliqué que toutes les économies devaient être logées à la même enseigne et que si les grands émergents ne signaient pas un accord contraignant, eh bien, personne ne le ferait. Et l'accord se ferait sur une base volontaire pour tout le monde. Et donc les négociations ressemblaient à ça, quand plus de 110 chefs d'État et de gouvernement sont arrivés à Copenhague à la fin de la conférence pour signer un accord, faire un discours, prendre une belle photo et rentrer chez eux. À la place, ils ont dû relever leurs manches et composer in extremis en toute vitesse un texte de 3 pages qui aujourd'hui est connu comme l'accord de Copenhague. Si on mesure le résultat de ce sommet à l'aune des attentes énormes qui précédaient sa tenue, c'est très probablement un échec. Et ça a été sans aucun doute un fiasco diplomatique. Mais plusieurs avancées ont néanmoins émergé de ce chaos. Une, l'accord a posé l'objectif d'empêcher un réchauffement qui dépasserait les 2 degrés. Un point qui a été formellement adopté l'année d'après à Cancun. Un détail cependant, l'accord de Copenhague n'a pas précisé que ces 2 degrés étaient en référence à l'ère pré-industrielle, signe de la hâte dans lequel il a été conclu. Autre point, la promesse de mobiliser au moins 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour aider les pays les plus vulnérables à lutter contre le réchauffement et à s'y adapter. Alors en 2011, à la COP de Durban,
l'Union européenne est parvenue à convaincre les plus réticents, comme la Chine, l'Inde et les États-Unis, de se donner une nouvelle chance et de conclure un accord global sur le climat en 2015. Les COP qui ont suivi, à Doha, Varsovie et Lima, ont servi à préparer ce rendez-vous majeur qui débute fin novembre près de Paris. Alors à l'heure où nous parlons, nous pouvons identifier 5 points qui décideront de l'issue de la COP 21. D'abord l'argent. Le deal passé à Copenhague sur les 100 milliards de dollars par an doit être détaillé et concrétisé, enfin. Cet argent doit-il aider principalement les plus pauvres à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ou s'adapter aux impacts du réchauffement? Quelle part du financement doit venir de sources publiques et quelle part de sources privées? Comment doivent se répartir les dons et les prêts? Et comment garantir que la somme globale va augmenter chaque année et de combien? Alors le débat est ouvert sur chacun de ces points et ils sont tous très disputés. Il y a un autre sujet lié à l'argent, le dossier des pertes et dommages. Aider les pays les plus pauvres, les petites îles à faire face à la future montée des eaux, les pays africains qui vont être dévastés par la sécheresse, c'est une chose. Mais qui va payer, demandent ces pays, pour les impacts qui ont déjà lieu? Pour les États-Unis et l'Europe, ça sonne comme des dédommagements et ils n'aiment ni le terme ni l'idée qu'il y a derrière. Deuxième point crucial de l'accord de Paris, ce sont les engagements que prennent chaque pays à limiter ou réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En jargon onusien, on appelle ça les contributions nationales. Plus de 150 pays, représentant 90% des émissions globales, les ont déjà soumises. Mais les scientifiques disent qu'elles ne suffisent pas pour respecter l'objectif des 2 degrés. Donc se pose la question d'un mécanisme pour revoir ces contributions régulièrement et les tirer vers le haut. Mais à quelle fréquence? Et comment mesurer et vérifier que ces réductions ont bien lieu? Troisième point. Depuis Copenhague, les pays riches tentent de faire évoluer le principe de la responsabilité commune mais différenciée, qui coupe le monde en 2 camps. Les pays en développement, eux, reconnaissent que le monde a changé depuis que cette notion a été inscrite dans le marbre, dans la Convention en 92, mais pour autant, il faut conserver ce principe, disent-ils, au nom notamment de leur droit à se développer. Le combat s'annonce rude entre ces 2 points de vue. Quatrième point, à partir de quand fait-il trop chaud? Les pays les plus pauvres et les plus vulnérables seront touchés les premiers par le réchauffement. Et ils poussent pour que l'objectif ne soit pas 2 degrés, mais de 1,5 degré. À en juger par les impacts déjà visibles avec un réchauffement de moins de 1 degré, ils disent que 2, ce sera déjà trop tard pour eux. Enfin, peu de chance néanmoins pour que leur voix soit entendue. Cinquième point enfin, les contributions nationales dans la plupart des cas ne dépassent pas l'horizon 2030. C'est un problème. Certains disent qu'il faut des objectifs allant jusqu'à 2050 pour pouvoir planifier et mettre en œuvre la transformation des économies afin qu'elles émettent le moins possible de carbone. Parce que nous disposons d'un budget carbone, soit la quantité de combustible fossile que nous pouvons brûler avant d'arriver au seuil des 2 degrés. Et au rythme actuel, nous allons dépenser ce crédit en 3 décennies. Ça peut alors se traduire ainsi. En 2050, avec quelques 9 milliards d'individus sur la planète, chacun d'entre eux, en moyenne, ne pourra pas émettre plus de 2 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 2 allers-retours Paris-New York. Un point important enfin, si l'attention est focalisée sur les négociations onusiennes, des discussions ont lieu dans d'autres forums. 2 sommets Chine-USA ont notamment eu lieu l'an dernier et ont permis de poser des jalons très importants, ainsi qu'au moins une dizaine d'autres rencontres bilatérales. À ce sujet, nous avons interrogé un expert qui a des années d'expérience des négociations climat. Copenhagen was intended to be a replacement for Kyoto, basically something that would broaden the regime, would be legally binding, would be more ambitious, and would be comprehensive, would include all countries. And obviously it fell short. There was not a legally binding agreement that came out at the end. What came out was the Copenhagen Accord, which was a call on countries to make voluntary pledges of action. And of course you had the US, India, China, other major emitters even before the Copenhagen summit started putting their pledges on the table, which was a good thing. And those were deviations from business as usual, so it wasn't just pro forma. They were actually significant proposals. But of course Copenhagen itself was perceived as a failure because of the chaos and sort of the collapse of the negotiations at the end, and the fact that the heads of government, heads of state themselves had to come in and craft this 3-page Copenhagen Accord in a pretty divisive political environment. Unfortunately, I was an inside advisor to the Danish climate and energy minister and on her team providing some informal advice, and so I saw this from
the inside, there were some pretty big splits between Connie Hedegaard, who was the climate energy minister, and her prime minister and his key advisor. And so the government wasn't unified, which didn't help. You also, of course, this was right after the meltdown in the mortgage markets in the US and the global economic crisis. And so people were very nervous about the economic implications of what they might be negotiating. That didn't help. I think that we were still in a very turbulent economic framework. Of course, you also had President Obama, who was in his first year. You had the Waxman-Markey legislation pass the House, but had not yet passed the Senate. So there were just a lot of moving pieces here, which I think meant the stars didn't really align for Copenhagen. But the good news is we did get this regime of voluntary pledges for 2020, which now have sort of evolved into what are called the INDCs, or Intended Nationally Determined Contributions, that are going to be the building blocks of the Paris Agreement. Just one last question about Copenhagen. The $100 billion a year figure starting in 2020 for developing countries. How did that arise? How did that get into the... Well, I think that was actually, it was a politically driven number. It wasn't based on any analysis or need. I mean, you could look at the analyses that were out there at the time by the World Bank or by Oxfam or by other organizations in terms of both adaptation and mitigation. And the numbers were much higher, that you really needed more money than that on an annual basis to really fund the kind of transition in the global economy and to fund a dramatic ramp up in investments in climate resilience. But it was a large number. It was an attention-getting number. It was significantly larger than the then current flows of climate finance, and I think it had the desired political effect, which was to convince particularly vulnerable countries, least developed countries, AOSIS and small island states and others in this process, that they had something to gain from an outcome in Copenhagen. And you've got to remember, this was at a time when the United States and other developed countries were pretty single-mindedly focused on getting China and other major developing countries to agree to the same transparency and reporting requirements that the industrialized countries had under Kyoto. So that was one of the drivers here. The driver was to put a fairly significant financial pledge on the table to create a dynamic where a number of developing countries would think they had a stake in a positive outcome, and that would help convince China, India, and others that they should not block an agreement in Copenhagen. It was largely, I think, a strategy that was aimed at a particular outcome, and on that level it succeeded. Alors, deux conseils à donner aux journalistes novices sur le changement climatique qui n'ont jamais couvert de conférences de l'ONU. Premier conseil qu'on a déjà donné dans une autre vidéo, c'est vraiment se familiariser avec le jargon des négociations onusiennes, les acronymes, les références, pour pouvoir comprendre de quoi il est question, pouvoir s'en éloigner et pouvoir expliquer clairement de quoi il s'agit. Et deuxième point vraiment central, c'est d'avoir de savoir comment les décisions sont prises au terme d'une COP. Ça peut être extrêmement surprenant, ça se passe en plénière, le président saisit le document, les nomme par leurs références, les adopte extrêmement vite, ça se prend au consensus, il n'y a pas vraiment de vote. Donc vraiment se familiariser avec les fins des conférences pour ne pas être pris au dépourvu quand le moment crucial se joue. Les points à retenir. Premier, les dossiers principaux de la COP21 sont l'argent, comment faire plus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, quel cadre pour un accord et que faire du principe de la responsabilité commune mais différenciée. Deuxième point, ne pas perdre de vue que les décisions clés concernant le climat se prennent aussi en dehors des négociations onusiennes. Troisième point, une des leçons que les Français ont appris de Copenhague, ne pas convoquer les chefs d'État à la fin de la conférence, mais au début pour donner l'impulsion politique. Et enfin, la frontière entre pays développés et en développement est au cœur de ces négociations. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des sous-groupes et de nouvelles alliances.